un petit moment donc qu'il était temps d'en parler. Le chapitre donc de Nanatsu no Taizai étant disponible depuis un petit moment déjà, mais j'en fais une vidéo que maintenant, comme d'habitude, parce que mes disponibilités ne me le permettent que maintenant. Néanmoins, donc on a un chapitre très agréable je trouve, avec des petits flashbacks, un petit peu de changement au niveau de Meliodas comparé au dernier chapitre. Bref, des petits trucs bien agréables je trouve. Premièrement donc par rapport au personnage de Meliodas, vous avez remarqué que dans ce chapitre-ci, il est bien plus violent et bien plus agressif, plus ténébreux on va dire, que les fois précédentes. Alors il était déjà comme ça en réalité depuis son retour du purgatoire face au roi des démons, je vous l'avais déjà dit. Et suite à ce petit passage justement au purgatoire, eh bien le roi des démons a vraisemblablement influencé Meliodas, pas dans le sens influencé genre ah tu devrais être ceci, Meliodas a acquiescé, non pas du tout, mais plutôt dans le sens où justement à chaque passage du purgatoire, il semble que Meliodas devienne un être donc de plus en plus maléfique. Et en plus de ça, cela affecte donc sa puissance, le rendant justement bien plus fort. Dans ce chapitre, on apprend donc que sa puissance réelle actuelle est dans les environs de 60 000 unités, sans pouvoir démoniaque. Donc en ajoutant son pouvoir de démon qui le rend justement beaucoup plus violent entre guillemets, eh bien sa force est encore plus grande. La question est de maintenant se dire, est-ce qu'il était nécessaire pour lui de passer en mode démon pour vaincre Frodin? Frodin a une puissance de 30 000 environ, Meliodas sans la forme démoniaque est à 60 000. Normalement, même sans ça, il aurait pu lui péter la gueule. Alors pourquoi est-il passé en forme démoniaque? Première possibilité, parce qu'il voulait le faire, parce que c'est le style, et puis il voulait voilà, s'assurer une victoire totale. Possible. Deuxième, c'est qu'il ne contrôle pas vraiment cette transformation. Qu'en gros, il utilise justement ces pouvoirs-là quand il est dans une certaine phase de combat et qu'il se sent un peu, on va dire, investi. Ce mode-là, cette puissance sort automatiquement. Ce qui sera assez intéressant. Le truc c'est que ce changement opère chez Meliodas justement par rapport à nos lecteurs, je pense, à un changement au niveau de l'attention. Dans le sens où justement avant Meliodas c'était un personnage, voilà, il manquait une part de personnalité forte je pense chez lui, un truc qui manque, un caractère que beaucoup des héros de shonen ont et que Meliodas n'avait pas forcément et qui se traduisait chez lui par un stoïcisme, enfin une sorte de calme intérieur qui en même temps pouvait se comprendre puisque techniquement Meliodas, effectivement bien que représentant le péché de la colère, en se mettant en colère, perdait justement contrôle de ses pouvoirs et ayant entraîné donc la destruction de Danafor en partie. Mais après avoir perdu ses pouvoirs démoniaques, justement le mec était resté calme, comme toujours. Je pense que c'est aussi dû par rapport à son passé de commandement, hein, parce qu'avant il avait un commandement, on ne sait pas lequel il avait, peut-être justement celui celui de Estarossa, expliquant justement pourquoi il ne pouvait pas s'énerver avant, même si quand tu le regardes dans les flashbacks il était déjà très énervé. Néanmoins, maintenant, avec cette forme démoniaque, le mec, justement, a l'air beaucoup plus cool. Vous savez, la double page où le mec, où Meliodas donc saute comme ça pour transpercer de part en part Frodin dans ce chapitre-ci, personnellement, j'ai trouvé super cool. Meliodas, j'aime bien l'expression qu'il a dessus. Le problème, c'est que effectivement, il a un plus grand caractère. Néanmoins, il reste quand même plus démoniaque qu'avant. Et être plus dark et tout, c'est vrai que c'est cool parfois. Hein. Je dis pas que sur Uchiwa Sasuke, c'était un truc de malade, mais au début, franchement, ça le faisait bien avec la marque maudite et tout. Tu vois, des transitions entre le gentil Meliodas et le méchant Meliodas, le gentil Sasuke, le méchant Sasuke. Voilà, c'est des trucs, c'est des valeurs sûres, on va dire. De développement au niveau d'un personnage, même si effectivement c'est du déjà vu. Bref, ici en tout cas il y a une explication logique à cela. Ce qui me fait dire que justement dans le futur il est possible que Meliodas meure une nouvelle fois, puisque le retour du roi des démons semble vraisemblablement lié au nombre de fois que Meliodas retourne dans le purgatoire. Au fur et à mesure qu'il retourne dans le purgatoire, le roi des démons se débarrasse, ou en tout cas influence Meliodas de plus en plus, le rendant déjà plus fort, mais le roi des démons aussi le rendant plus fort. Donc de ce fait, je pense que si Meliodas par exemple meurt une nouvelle fois, il est possible qu'à ce moment-là, le roi des démons gagne suffisamment de puissance que pour justement revenir à la vie, en se servant peut-être de Meliodas comme passerelle ou quelque chose comme ça. Néanmoins, j'aime bien dire ce mot néanmoins. Ce qui me fait dire justement que dans le futur, il est possible que Meliodas, donc comme j'ai dit durant l'arc des DS, devienne justement un ennemi, entraînant justement un combat entre celui-ci et les autres Sins qui sait. Parce que de toute façon, il y a Escanor qui est là, tu vois Merlin qui est bien cheaté, les autres Taizai vont devenir forts entre temps. Donc je pense qu'il est possible que justement chacun d'entre eux devienne des ennemis face à face avec Meliodas, qui sera donc un des adversaires de l'arc des DS, qui à un moment donné voilà va se calmer, il va être vaincu, et ainsi de suite. Et après on pourra passer aux DS qui sont les véritables méchants de l'arc suivant. Mais je vois bien devenir un méchant peut-être éventuellement à un moment donné et affronter donc ses anciens camarades, parce que de toute façon comme j'ai dit Escanor pour l'instant il a le mec, il y a personne qui lui arrive à la cheville, et encore on pourrait se demander si Meliodas là il pourrait, mais il faut savoir que Estarossa a une puissance en unité qui équivaut à environ 60 000 et Escanor le pétait la gueule littéralement, tu vois, donc même Meliodas en forme basique ne peut rien contre Escanor. Maintenant qu'en est-il de Meliodas avec sa forme démoniaque? Ça aucune idée, mais je doute franchement qu'il y ait un quelconque changement. Bref, donc pour revenir donc au chapitre, Meliodas domine totalement donc Frodin, qui bien que voilà, il y a 3000 ans et même il y a 16 ans, voilà, les choses se sont répétées, mais il va pouvoir prendre sa vengeance. Alors, premièrement, faut savoir, on se posait la question, Frodin a un certain âge, et d'un autre côté, il faut savoir que les démons étaient enfermés à un certain âge aussi. Je sais plus lequel. Exactement. Néanmoins, ça concordait pas tellement, dans le sens où Frodin ne pouvait pas être un commandement, sinon il aurait été lui aussi enfermé dans le sceau.
Mais il semblerait que Frodin réussit à échapper donc à l'enfermement donc des commandements et de beaucoup de démons donc dans le sceau. Bon, enfin, disons plutôt des commandements tout court dans le sceau. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tous les démons étaient enfermés. Je veux dire, il y a bien un démon qui a détruit la forêt des fées. Vous voyez, il y a bien des cadavres de démons qui ont été retrouvés dans les cavernes par-ci par-là. Bon, je sais pas quelle longévité ont les cadavres de démons, néanmoins on en a retrouvé par-ci par-là. Vous voyez, il y en avait quoi. Des très très rares, mais il y en avait. Et de ce fait, je me suis dit, bah, Frodin aurait très bien pu survivre, mais alors pourquoi est-il considéré comme un commandement, puisqu'il est le commandement de l'altruisme, c'est-à-dire l'ancien commandement que possédait Gosser. Eh bien en fait, Méliodas dit bien qu'il n'a jamais reçu de commandement de la part du roi des démons, qu'il n'est juste qu'un démon de seconde zone, même s'il écrit third rate en anglais, donc de troisième catégorie plus ou moins, mais en tout cas un démon banal, quoi, tu vois, enfin un démon certes très très fort, mais pas au niveau d'un vrai commandement, tu vois, c'est ça que je veux dire. Euh, et donc du coup, bah, ça explique justement pourquoi Frodin donc n'a pas de pouvoir caché comme ça, comme le suggère éventuellement son commandement, parce qu'il n'en a pas. En fait, c'est un titre qu'il s'est attribué, et j'imagine que les autres commandements lui ont reconnu cela, puisque c'est grâce à lui qu'ils ont pu s'échapper. Mais Frodin a pu s'en échapper. Alors pourquoi Frodin a-t-il pu s'échapper de ce sceau, enfin a-t-il pu ne pas être scellé, tout court? Eh bien, il semble que de la même manière que Gosser lui n'a pas été scellé, il semble que Frodin lui pareil, parce qu'on voit dans un flashback donc dans ce chapitre qu'il y a une discussion entre Gosser quand il était encore en démon, il semblerait, et Frodin. Frodin donc qui dit bien, voilà, Méliodas à cause d'une femme, voilà, a fui ses responsabilités, comment c'est possible, il est un traître à notre clan, voilà. Et Gosser lui explique donc que non, que en gros Méliodas n'a pas vraiment fait cela, qu'il a plutôt accordé son attention totale à une personne en fait allez, il s'est lancé dans le combat pour quelqu'un qu'il aime. Et j'imagine que c'est donc la personne qui était dans le clan des déesses possiblement et qui a entraîné donc la trahison voilà, de Méliodas. Qui ensuite s'est réincarné dans plusieurs personnes, qui s'est ensuite réincarné en Lise et finalement s'est réincarné en Elisabeth. Entraînant justement le fait que par exemple tu as Derrieri qui a reconnu Elisabeth en lui disant quoi, qu'est-ce que tu fais ici. C'est donc cette personne, confirmation je pense maintenant à 99%, que dans une des vies antérieures de Elisabeth, elle était donc dans le clan des déesses et qu'elle est tombée amoureuse de Méliodas et Méliodas d'elle, et qu'à cause de cela, Méliodas a trahi les démons, se rangeant plus ou moins du côté des déesses et entraînant donc la destruction, enfin l'enfermement donc des démons dans le sceau du cercueil des ténèbres éternelles, enfin voilà, Eternal Darkness Coffin en anglais là. Bref, et donc Gosser dit dans le flashback, est-ce que qu'il doute quoi que Frodin puisse comprendre quelque chose comme ça, donc se combattre pour quelqu'un qu'il aime. Et Frodin dit dans le flashback voilà qu'il n'a pas vraiment tellement envie de comprendre tout ça, qu'en gros tout ça c'est vraiment trop gros pour lui, il peut pas vraiment comprendre, tu vois. Et ensuite donc le combat continue et le fait que évidemment tu as Frodin qui est mis à terre, ça l'énerve, ça le fait chier, mais il dit bien que c'est un démon fier qui vient du clan des démons, le sang des démons qui coule en lui. Donc effectivement Frodin est fier d'être un démon, il est content d'être un démon. Et donc comme j'ai dit, il a réussi à s'échapper donc de l'enfermement de la même manière que Gosser lui aussi. On n'a pas vu exactement pourquoi, mais il a réussi à s'en échapper. Et par la suite j'imagine que Gosser lui a été en quelque sorte affecté par son propre commandement, l'altruisme. Et de ce fait, il a peut-être certainement aidé peut-être Méliodas. Et de ce fait, Méliodas peut-être l'a épargné. Et Gosser lui-même a épargné Frodin sans le savoir, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, les deux sont liés, donc ça m'étonne pas que si Gosser n'a pas été scellé, ou Frodin peut-être lui non plus. Entraînant donc le fait que celui-ci au final détruit Danafor bien plus tard. Bref, pour continuer, donc dans le chapitre, c'est assez paradoxal, mais je vais venir par rapport justement au titre d'altruisme de Frodin. Bref, donc Frodin étant sur le point de se faire battre, il décide d'avoir recours à une technique donc d'autodestruction qui vise en fait à détruire effectivement non pas Méliodas qui résistera à l'attaque, non pas évidemment les autres qui sont dans le Perfect Cube, mais tout le reste de Lyonnaise, tout le reste de Britannia quasiment en fait, où il va donc tout détruire en s'auto-implosant. Bah, il est suffisamment fort pour ça. D'ailleurs tu dis bien qu'un démon à 30 000 unités peut faire ça, alors t'imagines pas Estarossa, putain, ah, j'en ai marre, les deux commencent par S et le son S et ça me fait chier à chaque fois je confonds, putain c'est chiant. Bref, donc que si Frodin a 30 000 unités peut éradiquer tout le pays, t'imagines un gars comme Escanor ou... Putain Estarossa, j'en ai marre. Donc quelqu'un comme Estarossa ou Zeldris le faire, t'imagines le truc quoi. Bref. Donc à ce moment-là, donc tu as un truc qui était plus ou moins prévisible, enfin j'avais déjà prédit les semaines passées. C'est donc que tu as Griamor qui arrive donc face à Frodin, qui n'était pas donc dans le Perfect Cube, qui était plutôt avec son père Dreyfus à côté, qui n'était donc pas du tout protégé, et qui lui dit donc arrête s'il te plaît, en créant justement un bouclier, donc comme quoi même Griamor en forme bébé a la capacité donc d'utiliser ses pouvoirs magiques là, donc les enferme dans une bulle, et dit arrête, tu vas tuer mon père, etc. Et donc justement Frodin, ayant vécu des années et des années dans le corps de Dreyfus, ayant vu, senti, ressenti tout ce qu'a vécu donc Dreyfus, c'est en quelque sorte attaché
pas Griamor. Mais ça c'était donc, comme je vous l'avais dit, prévisible dans le regard qu'il avait fait quand il a vu Griamor dans les chapitres précédents. Et donc du coup, annuler l'autodestruction. Il lui a demandé, il a demandé donc gentiment à Griamor, retourne auprès de ton père, voilà, tu seras mieux là-bas, voilà. Donc il a annulé l'autodestruction, mais ne l'a pas repris après. Il a même demandé à ce moment-là à Meliodas donc de le tuer, disant qu'il n'avait vraiment jamais souhaité comprendre quelque chose comme ça, mais dans un sens ça fait du lien avec ce que Gothor lui a dit. Gothor donc qui disait à Frodin à l'époque que voilà, Meliodas en fait n'a pas fui ses responsabilités de chef des démons, enfin des commandements, mais qu'il s'est plutôt, qu'il a plutôt donné toute son intention, qu'il s'est donné, qu'il fait quelque chose pour quelqu'un qu'il aime quoi. Et là, justement, c'est le lien avec Frodin, c'est qu'il fait la même chose pour Griamor, qui avant, Frodin qui ne comprenait pas avant, mais maintenant qui comprend justement. Et ce qui est paradoxal, et c'est là où je vais en venir, c'est que Frodin est altruiste ici. Non, allez, parce que Gosser a le commandement de l'altruisme, et en ayant enfreint son propre commandement, il en a subi les effets, perdant justement sa mémoire, sentiments et ainsi de suite. Enfin, c'est sous-entendu, mais c'est comme ça que c'est impliqué, quoi. Et pour Frodin, il n'a jamais reçu le commandement du roi des démons. Donc il n'a pas la force, le commandement, l'effet du commandement lui-même qu'il peut appliquer aux autres et à lui-même limite, tu vois. Parce qu'il n'a jamais reçu ce commandement-là du roi des démons. C'est un titre qui s'est auto-attitré comme justement remplaçant de Gosser. Et ici justement, il accomplit un acte d'altruisme. On peut dire qu'ici, il a essayé de comprendre le cœur des humains. Les humains eux-mêmes, on a aimé un en tout cas, a décidé de faire quelque chose pour lui. Et donc de ce fait, même s'il n'a pas de commandement, il va à l'encontre du commandement dont il a en tout cas uniquement le titre. Et comment il paye ça? Par sa mort. Puisque Meliodas, justement, sans une seule hésitation, même s'il a une case de regard, tue donc Frodin en lui explosant la partie supérieure du corps, terminant le chapitre. Bon, évidemment, Frodin n'est pas mort parce qu'il a enfreint un commandement dont il a uniquement le titre. C'est juste une image pour dire que même si Frodin n'a pas le commandement en soi, il en a quand même payé de par sa mort. Il a annulé son autodestruction, mais en ne l'annulant pas et en sauvant la vie de Griamor, il a quand même entraîner sa mort. Bon, c'est un truc con parce qu'au final, Frodin avait quand même crevé, mais je trouve que malgré tout, même s'il n'a pas eu le commandement, il en a subi des conséquences en tout cas, tu vois. Donc voilà, je voulais faire le petit parallèle parce que Frodin, en tout cas, même s'il n'a pas reçu, donc comme j'ai dit, le titre de commandement officiellement de la part du roi des démons, ici, il en fait en tout cas il en souffre en tout cas, il en subit pardon plutôt toutes les conséquences. Bon, en tout cas, à part ça, Frodin, au final, on n'a jamais vraiment vu l'échange réel qu'il a eu avec Meliodas quand il était à Danafor. Peut-être verra-t-on ça plus tard. Mais je suis content de voir la conclusion donc, de cette bataille comme cela, puisque justement il est bien écrit que la bataille pour la défense de Lyonesse est terminée, atteint sa conclusion. Ça n'est pas pour autant dire que l'arc des démons est terminé, loin de là. Il y a encore Estarossa, il y a encore Zeldris, il y a encore Derrieri et Moonspeed. Voilà, il reste encore eux, il reste aussi Gloxinia et Delor qui traînent quelque part. Donc approximativement, il doit en rester, ouais, il reste 6 commandements. Il reste 6 commandements, ceux qui sont morts, donc tu as Galan qui est mort, Mirsala qui est mort aussi, tu as Frodin maintenant qui est mort, tu as Greyroad qui a été capturé, voilà, donc ça en fait 4 qui sont hors de jeu pour l'instant. Et c'est vrai, un petit détail que j'avais oublié, donc 2 commandements dans les flashbacks, il a été dit que Meliodas en avait tué 2 en se cassant. Ces 2 commandements sont ceux qu'on avait vus dans les flashbacks, où on voyait les commandements de la génération de Meliodas, on avait 2 inconnus derrière comme ça, voire même 3 je crois. Néanmoins tu avais des inconnus derrière qui sont certainement ceux qui ont été tués. Donc pas vraiment des mots, des commandements très, on va dire, importants pour l'histoire, je pense. Néanmoins, on les a vus morts, et ça c'est le principal, pour dire en gros qu'il y a une transition, qui s'explique justement où sont justement ces commandements maintenant, même si je pense il a déjà été dit qu'ils avaient été tués donc, par Meliodas. Bref. Donc en tout cas, le fait que Griamor soit redevenu petit, visiblement, semble avoir été uniquement fait pour orchestrer cette scène. Parce qu'évidemment, si Griamor était resté adulte, il aurait été difficile de mettre en œuvre et mettre en scène justement cette retrouvaille, enfin ce Griamor qui retrouve et demande à Frodin d'arrêter, de supplier, enfin le suppliant de laisser la vie sauve à son père, d'arrêter, donc pour pas tuer ceux qu'il aime. S'il avait été adulte, ça aurait pas marché, je pense, comme scène, ça aurait été moins crédible entre guillemets, c'était beaucoup plus impactant effectivement de faire Griamor un enfant pour cette scène justement. Donc comme quoi, au moment même où Griamor était redevenu petit, Nakaba Suzuki, donc l'autre mangaka, avait déjà prévu de faire cela pour Frodin à mon avis. Voilà. Et ça remonte déjà il y a longtemps. Comme quoi le mec il avait déjà tout prévu quoi. Voilà, donc les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. J'ai hâte de voir justement où tout cela va nous mener, parce que tu vois aussi Ban durant le cours du chapitre se dire ce n'est pas le capitaine que je connais, en voyant évidemment un changement clair d'attitude face à Meliodas, au niveau déjà son sourire bien, j'allais dire macabre, mais plutôt bien bourrin là, bien démoniaque, et j'ai hâte de voir comment ils vont réagir à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire donc par rapport à ce chapitre. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire, et à la prochaine. Voilà, ciao ciao.